Et ben la solution du maintien à domicile, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que ça permet aux gens d'être autonomes et d'être chez eux le plus longtemps possible. Donc voilà moi ce que j'en pense en 2 ou 3 mots. Le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, c'est la possibilité pour les personnes dépendantes de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. C'est une des réponses que la société offre aujourd'hui à une population de plus en plus vieillissante. Enfin, c'est vrai que le domicile, c'est ça. On sent que les gens sont contents d'être dans leur maison, et puis le fait que l'on vienne, ça leur permet d'y rester, et puis on apporte quelque chose, quoi. Enfin, du moins j'espère. Ah oui. Du moins j'espère. Mais c'est vrai que certains nous le disent, hein. Donc c'est vrai que ça nous conforte aussi. Enfin, comme je dis, moi quand je rentre à la maison, je suis contente de rentrer à la maison, je suis contente de ma journée, quoi. Voilà. Oui, je suis contente de ce que je fais, parce que je sens que j'ai aussi apporté quelque chose à quelqu'un, quoi. Que voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, quoi. Voilà. Venir en aide et soutenir des personnes plus ou moins dépendantes est devenu un enjeu majeur. Notre ministère en charge de la dépendance est même devenu le ministère en charge de l'autonomie. La ministre déléguée a elle-même précisé que la dépendance, que je n'ai d'autre ambition que de combattre et de retarder, est devenue à mon souhait l'autonomie, qui est au contraire une amie, une ambition, voire même une exigence. Alain, Christine, Élise, Jean, Yvette, et Adrienne ont bien voulu nous rencontrer pour témoigner de leur quotidien rythmé le plus souvent par les interventions des professionnels de l'aide à domicile. Nous les avons rencontrés par le biais d'une association de services qui a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous faire partager son savoir-faire, son expérience et sa volonté de rester au plus proche des personnes. Et c'est au cœur de Midi-Pyrénées, proche de Toulouse, ici à Pibrac, que nous avons rencontré ces professionnels de l'association d'aide à domicile en milieu rural, avec qui nous allons évoquer la problématique du maintien à domicile. La mission première de cette association, appelée couramment ADMR, est de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles. Elle s'adresse à des personnes plus ou moins autonomes, libres de choisir la prestation qui leur convient. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut les remplir comme ça. Ici, à partir de là? Grabataire indésirable, là, ce carré-là. Et il faut pas les... je ne sais pas ce qu'ils vont en faire quand on sera indésirable, le sarcou. Loin de cette vision de grabataire indésirable, c'est dans ces locaux que la présidente nous présente rapidement les 2 activités principales de l'association. Oui, 2 activités principales au sein de notre association. Le service de soins à domicile, avec des aides-soignantes qui font des toilettes, des soins de nursing essentiellement, de la prévention d'escarres, des choses comme ça. Un travail en partenariat avec les infirmiers libéraux, ces infirmiers libéraux pour lesquels en fait on ne prend pas leurs actes. On a un fonctionnement par convention, et donc ces infirmiers libéraux font des actes auprès de leurs patients, nous transmettent leur feuille de maladie et sont réglés par l'intermédiaire du budget de l'association. Voilà. Les aides-soignantes, voilà, sont organisées avec Véronique Namias qui coordonne le service, avec une évaluation au domicile, les besoins. On a parfois un travail en binôme avec les infirmières libérales, où parfois on
prend en charge partiellement parce qu'on n'a pas suffisamment de place dans le service. Et l'autre grosse activité de l'association, c'est l'aide à domicile. Donc des auxiliaires de vie, des assistantes de vie, des agents à domicile qui viennent pour aider dans la vie quotidienne, ménage, repassage, stimulation des personnes, voilà. Et l'intérêt, c'est d'avoir les deux services sur des personnes extrêmement dépendantes. Avec la différence, c'est qu'on obtient un certain nombre d'heures cofinancées par les caisses de retraite ou par l'État, par l'intermédiaire de l'APA ou de la prestation de compensation du handicap, mais qu'on n'a pas obligatoirement autant de lits nécessaires que pour pouvoir avoir systématiquement les gens qui en ont vraiment besoin en binôme sur les deux, être en binôme sur les deux services. Le service d'aide à la vie quotidienne est la plus grosse activité de l'association. Elle intervient auprès d'un public plus ou moins dépendant et idéalement de façon à anticiper le plus possible la perte d'autonomie. Bernadette, la responsable du secteur du canton de Léguevin, fait un point rapide sur cette activité. Je suis responsable de secteur au sein de l'ADMR du canton de Léguevin. Donc à savoir que l'association en a à peu près 350 clients avec 80 à 90 salariés qui interviennent chez ces clients. Mon rôle consiste tout d'abord à analyser la demande. Donc lorsque un client potentiel vient à l'association ou par téléphone, il souhaite apprendre des renseignements sur les différents types de prise en charge. Donc on analyse, on étudie quel type de prise en charge on peut mettre en place et quel type de prestations on peut mettre aussi en place. Quand les personnes ne sont pas au courant de ce qui peut leur être proposé. En fonction donc de la demande, soit on met en place, soit on les transmet si ça ne correspond pas. Si les tâches ne correspondent pas à leurs besoins, on les réoriente. Donc soit vers le service de soins, Véronique Namias, si c'est pour la toilette, pour une personne par exemple handicapée ou gravataire, bref une personne qui a une autonomie assez restreinte. Élise et son aide à domicile Daniel confirment qu'une aide extérieure est capitale, notamment quand les gens avancent en âge pour préserver une certaine autonomie. Oui, le maintien à domicile, très important. Le plus longtemps possible, du fait qu'elles sont encore ces personnes autonomes. Autonomes, Du fait qu'elles sont encore autonomes, elles arrivent à faire tout ce qu'elles font au quotidien. Nous leur apportons, nous, une aide. qu'on aurait combien besoin. Voilà, une aide supplémentaire. Et puis il n'y a pas que tout ce qui est ménage. Il y a le fait que nous... La promenade. Il y a la promenade, et puis voilà, les courses, et puis on parle beaucoup. Mais il faut bien. Et il faut parler parce que de toute façon, c'est vrai comme je dis, il y a des personnes qui sont quand même... Il a 90 ans, il a besoin de discuter un peu, hein. Non pas rester Ça tout. c'est certain, et bon ça c'est important. C'est important pour ces personnes, et puis d'autant plus qu'il y a des personnes qui sont un peu plus isolées, qui n'ont pas de famille, plus ou moins, et ça, nous, je ne veux pas dire qu'on remplace, mais c'est un plus, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est très important aussi. Et un grand plus, c'est. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Comment je ferais, moi, si je ne vous l'avais pas maintenant. Bien sûr, mais... Moi, je peux tricoter, oui, mais après, à 90 ans maintenant, mais les jambes ne valent plus rien. L'aide d'une tierce personne est également la bienvenue dans tous les cas de handicap. Christine, qui souffre d'une maladie neurovégétative, et Alain, qui souffre d'une malvoyance sévère, témoignent de leur quotidien. Sans aucune aide, ils ne pourraient sans doute pas rester chez eux. Ah oui, ça apporte quelque chose quand même. Hein? Vous n'êtes plus tout seul. Ben non, ça apporte. Oui. Que j'ai moins de choses à faire. Ouais.
je sais qu'elle vient, donc, je sais qu'elle va me faire pour ce midi, je sais qu'elle va me faire à manger. C'est ça. J'ai pas à le faire. Et puis, avec mes yeux, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à faire. Je ne sais pas que je perds mon mari parce que je suis j'habite au fond du Jersey. Donc en fait je suis originaire d'Ouest. J'ai mes beaux-parents et ma mère à Brest. Et en fait j'ai une amie infirmière qui a téléphoné à la DMR et qui m'a fait venir avant l'hiver. Et les soins ont été faits par la DMR. J'ai été prise en charge par la DMR. Ah, c'est un soulagement. Et c'est un soulagement de les voir, de savoir qu'elles vont arriver, qu'elles vont me laisser, qu'elles vont me parler. Et... Je parle de l'aide-soignante et de l'aide à domicile, puisque vous bénéficiez des deux. Oui. Donc j'imagine que c'est aussi important l'un que l'autre, et que sans ça, la mobilité serait quand même... Ouais. Je serais plus besoin de voir personne. Surtout que elle vient, Cécilia vient le mardi après-midi 5h, et le jeudi après-midi 5h. Plus le lundi, je doute à quelqu'un. Il y a quelqu'un le matin, 2h le matin, 2h au repas de midi et 2h le soir. C'est bien. Ouais. Et parce que je ne peux pas de mes mains. Ah d'accord. Je ne peux pas couper la viande, faire chauffer dans le micro-ondes et récupérer l'assiette jeune. De manière tout à fait complémentaire, coexistent au sein de l'association le service d'aide à domicile et le service de soins à domicile que dirige et organise Véronique, qui va nous en parler un petit peu plus longuement. Donc je suis Véronique Namias, infirmière coordinatrice depuis 10 ans maintenant. J'ai créé ce service en 1999 après une expérience d'infirmière libérale de 10 ans en région parisienne et une expérience également de directrice de maison de retraite en région parisienne. Donc j'ai fait une partie de ma carrière en gérontologie et la personne âgée et son devenir, au vu des chiffres démographiques et du vieillissement de la population, me paraissait être une problématique à laquelle nous allons être confrontés de manière grandissante. Et les chiffres des 2 décennies à venir ne font que confirmer ce que les chiffres de base nous donnaient initialement. Le service de soins à domicile pour personnes âgées est dirigé toujours par une infirmière coordinatrice parce qu'elle anime une équipe d'aides-soignantes et les aides-soignantes n'ont pas le droit de travailler sans une délégation infirmière. Donc je délègue, comme toutes mes collègues, aux aides-soignantes les soins de nursing auprès de personnes en perte d'autonomie, donc en dépendance partielle, mais qui veulent rester chez eux. Tout en reconnaissant la plupart du temps bien volontiers la nécessité de la venue d'une aide extérieure. Le pansement, il n'a pas tenu alors? Le pansement, il n'a pas tenu? Non. Vous avez tiré dessus? Non. Celle-ci est perçue bien différemment selon les bénéficiaires. Bon, j'ai vu, on mettra une petite compresse alors. Alors, qui c'est qui vient avec moi? On y va? Je suis correct, je mettrai. Allez. Vous avez vu, hein? Je vous ai apporté le soleil, hein? Oui. Nous avons actuellement 32 places. Sur 10 ans d'exercice, nous avons eu 550 demandes, dont 241 dossiers traités. Voilà, ça donne quand même une idée du travail. On a dans un travail journalier 5 tournées hebdomadaires, où on voit 6 à 7 personnes, donc on prend le temps de la relation, le temps de la qualité du travail, et ça me paraît essentiel.
le temps de l'humanité, de la relation à l'autre, dans une société où tout va vite, dans une société où on oublie trop souvent les fondamentaux de ce qu'on doit aux générations qui nous ont précédés. Et le respect de la personne, autant de l'un que de l'autre, du soignant et du soigné, sont la base d'une réussite de ce maintien à domicile. Yvette et Jean nous expliquent à leur manière comment ils perçoivent leur propre situation. On y va. Je le ramène. Ah oui, évidemment. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente qu'elles viennent? Celle qui veut nous laver. Oui. Ça présente un bon moment de passer. Ça nous évite, si nous étions seuls, ça ferait un peu plus d'effort. Si nous étions seuls pour nous laver. Alors qu'avec elle, malgré tout, elle est très bien et c'est plus simple pour nous. Tandis que c'est au tour d'Yvette de passer entre les mains Au d'Isabelle, revoir. Au revoir. leur aide-soignante du jour, À bientôt. Je la À ramène. bientôt. Jean nous dit combien l'aide qu'ils reçoivent tous deux est essentielle à leur quotidien. C'est essentiel. C'est essentiel parce que ma femme étant comme vous voyez, sinon je ne sais pas comment on ferait. Je serais obligé d'aller, je ne pourrais pas rester ici. Je serais obligé d'aller dans une structure d'accueil quelconque. Et alors ça c'est mon cauchemar. Parce que, on m'entend là? J'aime pas les personnes âgées. Georges et Adrienne témoignent d'un soulagement d'être aidés, tout en restant tout de même inquiets de ce que leur réserve le futur. C'est-à-dire que, comme ça s'est passé, bon, heureusement qu'il y en a un qui est à peu près alerte, comme moi, pour pouvoir m'occuper d'elle, tout ça. Parce que maintenant, à l'avenir, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que tant que je tiens le coup, ça va bien. Mais après, et voilà. C'est pas évident, hein. La vieillesse. Elle a une vie autre que si elle était dans une maison de retraite, quoi. Voilà. Le problème, c'est celui-là. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai une cousine qui a été, j'ai ma mère qui a été pendant un mois. Ma mère m'a dit, il faut avoir tué père et mère pour être ici. Vous vous rendez compte? Quand on parle de maintien à domicile, il est surtout question de respect de la personne. Ce respect de la personne, aussi bien dans sa condition affective que matérielle, reste au cœur des préoccupations des professionnels du maintien à domicile. Ah, le maintien, c'est un respect de la personne, pour moi, qu'ils puissent rester chez eux, en fait, jusqu'au bout, avec notre aide, surtout. Voilà. Et c'est aussi une surveillance, et pour nous, c'est une qualité de soins qu'on ne retrouve pas forcément en institution. Prendre le temps de discuter, de faire connaissance. Le respect et la qualité des soins ou de l'aide apportée par chaque intervenant auprès des bénéficiaires est le résultat d'une équipe, certes non formalisée, mais qui dans les faits existe bel et bien, comme nous l'explique Véronique. Je suis mandatée autant par les infirmières libérales que par les médecins traitants, que par les hôpitaux et les assistantes sociales, par les familles qui parfois appellent désespérées parce que le manque crucial d'infirmières libérales se fait sentir. Et donc les SSIAD ont toute leur place aujourd'hui dans le panel que propose le législateur pour répondre à ce besoin. Les SSIAD ont des budgets restreints, ils sont donc peu coûteux pour la société, pour maintenir au plus les gens chez eux. Depuis la création des SSIAD dans les années 80, on a reculé l'entrée en maison de retraite d'au moins 10 ans. C'est-à-dire que les gens rentraient à 75 ans. C'est un chiffre qui pourrait demander d'être vérifié, mais aujourd'hui, l'âge moyen de rentrer en maison de retraite, c'est 85. Donc l'espérance de vie est plus longue. Tant qu'on n'a pas passé les catastrophes au niveau pathologique jeune et qu'on survit et qu'on arrive à des âges avancés, dans le meilleur état possible, les gens souhaitent rester chez eux. Le travail des aides-soignants, c'est de prévenir l'aggravation de l'état de santé en alertant
l'infirmière coordinatrice, les infirmières libérales qui travaillent en coordination avec nous, et les médecins traitants qui sont bien sûr la cheville d'une équipe non formalisée mais existante concrètement. Voilà. À la rencontre des professionnels du maintien à domicile, il nous est apparu important de demander l'avis d'un médecin généraliste qui tient une place importante dans le processus. Premier, voire second maillon de cette équipe informelle, il n'est jamais trop loin et reste en contact avec les intervenants pour le bien-être de ses patients. On peut le considérer comme le second, comme le premier, c'est une affaire de cercles concentriques qui vont chacun exercer leur savoir-faire, qui sont chacun indispensables au travail du cercle suivant. Donc c'est réellement un travail d'équipe où chaque maillon va reprendre et remettre en perspective le travail des précédents. Le travail du médecin généraliste est de poser ce diagnostic, si possible le plus tôt possible afin de ne pas arriver dans des situations catastrophiques où l'entourage est épuisé et où le patient lui-même paye les conséquences de cet épuisement. Il pose le diagnostic, il propose la mise en place avec les ressources dont il dispose en termes de réseau et en termes d'équipe, là où il travaille et dans le milieu où vit le patient, et il organise ce maintien à domicile qui va être une étape très importante dans la vie du patient puisqu'elle va pouvoir durer pendant des années, parfois une dizaine, plus d'années, et souvent passer du maintien à domicile aux soins de fin de vie, également à domicile avec l'aide de ces structures. Elle devait arriver vers 9h vers lui. Mais elle était inquiète, elle arrivera quand elle arrivera. Il sera lavé, oui. La toilette reste la principale activité des aides-soignantes intervenantes à domicile. Activité perçue et acceptée de manière très différente selon les bénéficiaires. C'est délicat, c'est vrai qu'on vient pour une toilette, y a la nudité des chambres, des choses comme ça, mais on essaye. Enfin après voilà, moi je parle pour moi, quoi. On essaye de le respecter, il y a une façon de faire, puis il y a des gens, ils vont avoir plus de difficultés par rapport à ça, donc c'est pareil, c'est une question de s'adapter. On fait pas du tout le même soin selon les gens, parce que ça va dépendre de la personnalité, de la gêne que peuvent avoir les gens aussi, donc on s'adapte, c'est jamais pareil. Alors ça peut être une difficulté, mais pour moi, ce n'est pas une. Très difficile. Vous comprenez pourquoi? On n'aime pas se voir diminuer en présence d'une femme. C'est le vieux. Ça fait des hommes, c'est. Ça avait commencé. Et c'est normal, c'est quand même quelqu'un qui rentre totalement dans notre intimité. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut quand même essayer de faire confiance et... En plus, quand on a mené une vie normale, une vie assez remplie, je veux dire, qu'on est tout détérioré, ça fait de la peine de s'exhiber. C'est très difficile. Donc c'est ici que ça se passe? Oui, voilà. Avec la chaise là. Elles sont très très bien, très dévouées, très... Vous vous sentez en confiance et à l'aise? Comment? Vous vous sentez à l'aise? Ah oui, elles sont très gentilles, oui, très. Allez, on y va. Allez, alors, on y va. Prenez votre canne. Attendez, une seconde. Voilà. Attention, hein. Levez bien les pieds. Voilà. Même s'il apparaît que l'acte de la toilette semble être mieux accepté par les femmes, il n'en reste pas moins un des gestes essentiels au confort de chacun. Dans la plupart des cas, néanmoins, l'intervention d'un tiers,
dans le cadre très intime de la toilette, reste plus facile à accepter que lorsqu'il est effectué par un membre de la famille. Ça a été quelque chose de difficile pour vous? Oh non, pas forcément parce que c'était une femme. C'est plus facile Ah quand oui, c'est quelqu'un... plus facile. Oui. C'est plus facile, oui. Surtout quand on est âgé. Quand on est jeune, on peut se laisser faire. Dis donc, ne dis pas des bêtises. C'est juste pour une douche. C'est ça, comme je m'en fous. Mais bon, je vais pas dire. Avec la toilette, le massage est l'autre spécialité des aides-soignantes. Techniquement appelé effleurage, il est très attendu et très apprécié par Christine, qui y trouve un vrai soulagement. Solution. Et financièrement, ça ne pas beaucoup, parce que j'ai l'aide du conseil général qui me couvre à peu près la facture que j'ai tous les mois avec les mères. Et puis, qu'est-ce que je veux dire encore? Les soignants, c'est la Sécu. Et oui. Voilà, donc c'est tout remboursé. Ouais, les infirmières, les soignantes, ouais. C'est le ciel. Parce que s'il n'y avait pas cette solution-là, qu'est-ce qui serait possible pour vous? Mais que je paye quelqu'un pour venir. Ah ouais. Ou alors tu serais peut-être obligé d'aller à un centre ou... Oui, hospitalisé. Oui, voilà, ouais. Ce qui coûte... La Sécu, ouais. Ça c'est sûr. Et peut-être pour vous, c'est moins confortable. Oui. Ah oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que d'être chez soi, c'est bien, c'est le plus. Bien que nécessaire, une aide extérieure est souvent très difficilement acceptée par les bénéficiaires, chacun pour des raisons différentes, mais toujours avec une gêne pudique à laisser rentrer quelqu'un dans leur intimité, au sens large du terme. On est dans un milieu périurbain maintenant, alors qu'on était vraiment dans le rural avant, mais on se rend bien compte que depuis 30 ans que l'association existe, on a aidé des gens on aide des gens qui sont de moins en moins jeunes aujourd'hui, alors qu'on a aidé des gens à l'époque qui rentraient dans les 70 ans et qu'on a accompagnés très longtemps. Et on peut se rendre compte qu'effectivement, le fait de les avoir aidés à, sans vouloir se lancer de fleurs, vraiment aider à ce qu'ils restent à domicile. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens qu'on aide, parce que les gens vieillissent plus longtemps, vivent plus vieux, vieillissent mieux, quelque part, les soins de santé étant meilleurs, on se rend compte que quand on ne les aide pas suffisamment tôt, quand ils ont un souci de santé aux alentours de 80 ans, il y a une perte d'autonomie qui est plus importante et donc on a plus de difficultés, entre guillemets, à les maintenir au domicile. Élise nous explique avec toujours beaucoup de pudeur comment elle a changé d'avis et finalement accepté une aide extérieure. Et dire que j'en voulais pas, moi. Et que je suis bien contente. Bien sûr, bien sûr. Puis voilà. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Madame Duprat? Oh, mais c'est-à-dire que quand j'ai vu que je me faisais vieille pour passer la serpillière, pour tout ça quand même. Après j'ai été hospitalisée et tout. Et alors après, j'ai dit, je vais en prendre une quand même. Voilà. Et maintenant je suis bien contente. Hein? Eh bien on s'est promené quand même un peu. Ça permet aussi de garder un lien social avec l'extérieur. Parce qu'il y en a, elles sont coupées du monde. Comme moi, je suis allé faire des courses avec Nathalie
Il n'y a pas très longtemps que j'y vais. Oui, 2 fois. Mais ça m'a changé. Ah oui. Ça m'a changé de faire ça. C'est pas moi qui peux prendre un paquet de sucre dans le magasin. Pousser le chariot, je faisais le reste. Ouais. Voilà. Ça vous permet de sortir de vos habitudes. Changer les idées. Oui, autre chose, oui. Ça faisait je sais pas combien de temps que vous n'étiez pas allé dans un grand magasin. Eh ben oui, ça faisait longtemps. Non, dans le grand magasin, non, j'étais pas allé. Voilà, vous êtes toujours dans le même endroit. Super U. Ah non? Je le connaissais pas. Ah non, tu étais de l'autre côté là-bas? Ah non. Vous allez faire l'écriture? Oui. Combien de temps que quelqu'un vienne tous les jours pour vous aider? Ça fait 3 ans. Ça fait long déjà. Depuis 2009. Et vous n'êtes pas habitué? Non. Je suis pas habitué. Si, je suis habitué, elles sont gentilles. Elles sont formidables, mais ça me choque. C'est dur. C'est bête. C'est humain. Puis il y a la dépendance, c'est un grand mot, mais alors ça va depuis la dépendance prise en gros, et puis il y a la dépendance des petits, fais-moi passer ci, fais-moi passer ça, toute la journée. Alors comme en plus j'ai des problèmes point de vue vertigineux, alors ça me rend encore plus vulnérable. Et puis j'avais un jardin, j'avais des habitudes. J'avais la pêche, j'avais les randonnées, j'avais la montagne, j'avais la mer. Et là, c'est 4 murs. Alors quand il n'y a pas quelqu'un, c'est dans les heures. Il faut aussi souligner que l'acceptation de la mise en place de la venue d'une aide extérieure ne peut presque jamais se faire sans l'accord de la famille proche. Les aidants sont effectivement très sollicités et jouent un rôle majeur afin que le maintien à domicile se déroule dans des conditions optimales. Souvent, le travail du maintien à domicile s'inscrit dans un travail médical déjà antérieur à cette étape-là. Nous connaissons nos patients, nous les avons fréquentés, ils nous ont choisis pendant de longues années. Ce sont souvent des relations très fortement établies au sein d'un tissu social et familial ancien. Et donc, il arrive un moment où le médecin, le plus souvent, mais parfois c'est posé par un paramédical ou par la famille, mais le médecin généraliste, le plus souvent, constate une dépendance accrue du patient, un épuisement de l'entourage et initie la mise en place d'un véritable système concerté de maintien à domicile. Bien entendu, en travaillant en collaboration avec la famille disponible, parce que effectivement, il ne faut pas oublier la famille. Sans famille, c'est quand même un exercice un peu plus compliqué. On a au domicile, peut-être, je sais pas qu'on a moins, peut-être à d'autres endroits, c'est aussi, il y a le patient, mais on gère aussi
pour certains endroits, les aidants, quoi. C'est aussi quelque chose, parce que pour eux, c'est quelque chose de très lourd. Nous, on vient, on est là une demi-heure, 1 heure, selon les gens. Mais c'est vrai que pour les aidants, donc la famille, les enfants, enfin, ou le conjoint, des fois, ça dépend, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Donc, on est là pour les patients, quoi, mais aussi pour les aidants. Ça m'est déjà arrivé d'arriver et puis de passer un quart d'heure, une demi-heure avec un aidant parce que voilà, il y a une difficulté et vous pouvez pas dire bon mais j'ai pas le temps et je m'en vais, quoi. Voilà, ça voilà, c'est quelque chose qui se gère aussi, qu'on a aussi à domicile, quoi. Par exemple, au point de vue toilette, c'est très difficile pour les parents d'accepter que ce soit les enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'ils acceptent plus facilement une personne étrangère à la famille. Oui. Ça, je pense que c'est important aussi. Donc, bon, nous, sans vous, on aurait beaucoup de mal aussi. Oui. Et ça on l'entend aussi. C'est vrai que par exemple, les enfants ou le conjoint ont de grosses difficultés avec la personne. Et puis, en fin de compte, nous, évidemment, on est une autre personne, quoi. Voilà. Et que nous, on a... Il y a davantage, ils ont un peu plus de contact avec la personne qui leur fait leur toilette. Souvent, ils vont leur faire des confidences ou sur là où ils ont mal ou si ça ne va pas moralement, etc. Qui ne nous diront pas à nous, mais qui disent aux aides-soignantes. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je pense que c'est un ensemble qui est vraiment bon. Voilà, et c'est pour ça que les uns des autres. Voilà, et c'est pour ça qu'aussi on a besoin de vous aussi, parce qu'avec les aidants, ben voilà, entre nous, ben voilà, on discute et puis ça permet de voir comment ça se passe, quoi. Voilà, puis peut-être des choses aussi qui se passent avec les dents, qui se passent pas avec nous et vice versa, et ça permet de faire un tout et qui fait de faire un soin qu'ils peuvent rester chez eux. C'était le plus dur. D'accepter la maladie, d'accepter tout. La dépendance, d'être servi, c'est atroce. Ah, vous avez ce sentiment-là? Eh oui. Parce que les mains perdent leur force, alors on est obligé, pour des tas de choses bêtes, on est obligé de se faire aider. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Le moment, c'est qu'on a vite l'impression quand même qu'on est à charge. De la famille, vous voulez dire? Et oui. Quand je vois ma fille, elle n'a que 63 ans et ça me fait de la peine de l'avoir assujettie comme ça. S'il n'est pas forcément évident d'accepter l'aide d'un tiers, il n'est également pas facile de la procurer. Aller au domicile, c'est rentrer dans l'univers intime de chacun des bénéficiaires. C'est un métier émotionnellement exigeant et qui demande beaucoup de qualités humaines. Ça fait comme ça, vous avez quelqu'un quasiment toute la journée. Oui. D'accord. C'est bien. Ouais, mais le meilleur, c'est la fin. Toujours. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Alors, il y a des moments avec et des moments sans, ouais. C'est pas toujours rose, y compris chez Christine, même si elle fait partie quand même de quelqu'un de jeune, bon, des fois, c'est pas... C'est sûr que quand on voit que ça va pas trop, c'est amermant, puis on sait pas trop quoi faire, quoi. Donc, des moments où bon, on sait très bien, il y a quelques temps, elle n'allait pas. Bon, à deux reprises, je suis arrivée ici, elle n'arrivait plus à respirer pour parler. Je dis, bon, maintenant, il faut prendre. Bon, elle est allée à la clinique pour rien, mais bon, moi ça m'a sécurisé déjà, parce que c'était moi qui me suis trouvée là. Et elle, je pense aussi, même si on n'a rien trouvé, devient. Elle a fait un petit lien. Elle a été se reposer quelques jours à la clinique, quoi. Voilà. Ça leur a permis de dans la journée, déjà, ça, et quand c'est en fin de journée, moi c'était le soir, enfin un jour, je suis arrivée, c'était à midi, c'est un lundi. Là, c'était le soir, je dis, le soir, bon, je suis rentrée, mais tu te demandes ce qui va se passer pendant la nuit. Ouais, toi, tu la côtoies. Voilà, donc moi je suis très souvent là, donc j'ai dit, c'est vrai que, bon, dans son cas, il y en a d'autres, des fois on s'en va le soir et le lendemain on se dit, qu'est-ce qui peut se passer, moi là j'ai quelqu'un qui va pas et chaque fois que j'y vais, j'appréhende, quoi. Oui, merci. Ouais, mais il faudrait que cette équipe soit consolidée pour qu'elle devienne une équipe absolument
totalement cohérente, concernée et compétente. Et valorisée. Et valorisée. Alors moi je dirais que pour nous c'est vrai que c'est très bien pour la personne, mais par contre qu'on n'est pas assez reconnu déjà, qu'on est souvent confronté à quand on dit quelque chose on ne nous prend pas au sérieux et que 2 ou 3 jours après on se dit ah mais mince c'est vrai elles avaient raison, ça c'est une chose qui nous tombe tous les jours dessus, qui est très difficile à accepter, voilà. Et on souhaite, en tant que tout le groupe quoi, de la DMR, on souhaiterait surtout qu'on soit plus reconnu. Voilà. Après, par contre, le domicile, ça m'a toujours plu et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément. J'espère que j'apporte aux patients autant qu'ils m'apportent eux. C'est surtout ça. On bénéficie depuis l'ouverture du service que j'avais mis en place et demandé, vu les cas lourds que nous accompagnons, parce qu'on fait du soin palliatif avec le réseau Reliance, une psychologue qui intervient 1 fois tous les 2 mois pour des groupes de parole, ce qui est nécessaire quand on accompagne des gens à la mort, puisqu'on meurt chez soi avec nous, et ce sont des cas de cancer phase terminale ou des maladies neurologiques excessivement lourdes qui demandent des accompagnements sur des toilettes d'1 heure et demie à 2 aides-soignantes. Ça demande donc une compétence et une nécessité d'écoute et de pouvoir se récupérer après un tel investissement. Et donc l'ARS entend et finance depuis le départ cette prise en charge d'une psychologue dans le service, compte tenu de la difficulté de ce type de travail. On pourrait se dire que ce métier a de beaux jours devant lui, étant donné le vieillissement de la population et des chiffres qui nous sont annoncés. Mais qu'en est-il vraiment? Comment voit-on l'avenir aujourd'hui quand on travaille dans le secteur du domaine à domicile? L'évolution des choses fait que c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins de moyens mis en place. Et ce que je peux regretter pendant ces 20 ans, c'est la dégradation des choses. Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne met pas en place les moyens suffisants pour pouvoir faire du maintien à domicile dans de bonnes conditions, et qu'on écoute peu les associations. Au vu des budgets qui nous sont annoncés à l'avenir et qui nous inquiètent énormément, parce que nous qui travaillons sur la bientraitance en projet de service, si le financement devient réduit tel que cela nous paraît envisageable au vu des projets qui nous ont été présentés, faire de la bientraitance à bas coût, ça va pas ensemble. Donc des grosses questions au niveau de professionnels de l'avenir concernant la gériatrie à domicile. Pour cause de crise économique, les budgets alloués aux associations sont donc révisés à la baisse. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ces services sont cruciaux à l'heure actuelle en médecine. La population vieillit, le nombre de gens dépendants augmente fortement, les structures hospitalières sont de plus en plus réduites, inaccessibles, trop chères et ne sont pas faites pour séjourner pendant de longues années. Les familles s'éloignent, le tissu familial, amical se défait plus ou moins dans une société un peu plus rapide. Donc ce sont des structures et des réseaux absolument indispensables au maintien à domicile. C'est chaud partout, la crise gère des domaines qui sont prioritaires aujourd'hui au vu des politiques actuelles. Malheureusement, il faudra quand même mettre le doigt dans un problème qui va être colossal, c'est-à-dire que dans 20 ans, on aura tellement de personnes âgées à gérer qu'au vu des retraites qui seront consacrées, qui ira et où iront-ils? Parce que les maisons de retraite ici n'ont pas les mêmes coûts qu'en région parisienne, mais le coût d'une maison de retraite de qualité, il faut compter entre 2000 et 2500 € par mois par personne. On connaît les situations difficiles, les éclatements familiaux, on connaît... En région parisienne, c'est le double.
Alors bien sûr, il y a des régions privilégiées dans le Tarn où on arrive à trouver des maisons à 1800 € par mois, mais si on doit tous émigrer dans le Tarn, ça va être une catastrophe. Hein. Et puis malgré tout, c'est quand même autour de 2000 € quoi. De toute manière, et nous qui sommes, enfin moi j'ai 50 ans, mais le jour où à 80-90 ans, si un jour j'ai besoin d'une maison de retraite, je ne suis pas convaincue que ma retraite me permette de partir moi-même un jour pour me faire soigner. Donc il faudra trouver des solutions. Certainement au prorata des revenus, ça me paraît une évidence, vu la masse énorme de gens qui seront concernés par le problème, et les politiques vont devoir s'atteler là en effet à une réflexion majeure de la dépendance, ça c'est clair et net. La question est posée. Quand les associations et les intervenants locaux ne pourront plus apporter l'aide nécessaire aux personnes fragilisées faute de moyens, qu'allons-nous faire de nos anciens? Nos anciens de plus en plus nombreux, avec des retraites pas toujours très élevées. Qu'allons-nous faire pour eux? Parler d'économie, voilà, au sens propre du terme, on sait, c'est prouvé, que le maintien à domicile coûte dans tous les cas beaucoup moins cher que l'hospitalisation. Voilà. Et on n'est plus dans un système de santé de mutualisation aujourd'hui, parce que les gens qui partent en maison de retraite sont obligés, voilà, de mettre effectivement beaucoup la main au porte-monnaie, la main à la poche, ça coûte très cher, alors qu'on pourrait avoir à moindre coût un maintien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les gens aient une participation financière, mais on devrait pouvoir développer ça. Et on n'entend pas ce que disent les associations. Alors, il est bien connu que les médecins généralistes, ils ont libre prescription et ils ne savent jamais le prix de ce qu'ils prescrivent. Ça met très en colère les autorités de santé qui aimeraient bien nous voir devenir de parfaits comptables des deniers publics. Néanmoins, on a quand même une idée de l'ordre de grandeur d'une journée d'hospitalisation et l'idée du prix d'une journée avec les aides à domicile de l'ADMR, les éventuelles aides soignantes des réseaux de soins et les autres intervenants médicaux, médecins et paramédicaux, infirmières et kinésithérapeutes. Le calcul est en faveur du maintien à domicile. Largement. Largement. La peur que la corde financière casse d'ici peu est réellement en train de s'installer. Et si elle cassait? Le jour où elle casse, il va y avoir une déferlante de complications médicales, parce que quelqu'un à qui on n'a pas fait les courses, chez qui le ménage n'a pas été fait, et la prise en charge humaine de ces actes, je dis bien, il ne s'agit pas uniquement d'un acte technique, faire le ménage et faire les courses, il s'agit d'un maintien des relations humaines et des relations avec la vie. Eh bien, tout ça va se reporter dans le secteur de soins et on va hospitaliser nos patients 2 fois plus vite, 2 fois plus, dans des services qui coûteront 2 fois plus cher, où de toute façon il n'y aura pas la place puisqu'on est en train de perdre des lits de manière significative. Et les familles vont s'épuiser beaucoup plus vite. Voilà, elles vont s'épuiser physiquement, elles vont s'épuiser affectivement et elles vont s'épuiser financièrement parce que ça coûte cher. Et parce que cette perte, cet argent qu'il faudra mettre, il va manquer probablement à une génération. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes âgées, elles transmettent un minimum de biens quand elles en ont aux générations suivantes, souvent aux petits-enfants d'ailleurs, plus à leurs enfants, en raison de leur grand âge. Et quels petits-enfants vivent dans une société où le plein emploi est un rêve lointain et où l'aide des grands-parents est une arme de survie. La sonnette d'alarme est tirée. À nous maintenant de trouver des réponses à ces problématiques. Je garde dans un classeur toutes les cartes de remerciements, les articles qui nous sont passés après les décès de nos patients.
parce que c'est d'abord beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements face au dévouement des équipes. Ce sont des métiers où on n'atterrit pas par hasard, ce sont des métiers où l'attention à l'autre est ce qui nous guide. Donc ça reste, et c'est la note optimiste sur laquelle je voudrais terminer ce propos, les êtres humains, on a besoin les uns des autres. Et on réussit sa vie, à mon sens, si on a su donner du sens à sa vie en donnant du sens aux autres. On est jeunes. Oui. On est jeunes tous les deux. 88 ans. Bonne bête. Brave vieux. Bon, là j'ai pas fait la mise en pli et tout ça, je suis fatiguée. Pas fait la mise en pli. Je fais jamais de mise en pli. Ça va là? Ouais. Bien? On pose pas le lit pour faire... Et tu faudrait, hein. Et ouais, pour être face à la caméra. Ah oui, il faut que je pousse le lit. Ah, oui. Quand je suis pénible, je suis désolée. Non, pas du tout. Ah oui, ça te le ferait, voilà. Maintenant, Sylvie, on va avoir la joie d'être filmée. C'est vrai? Oui. Merci. Faut pas. Tu as vu que je me suis pomponnée, je n'ai rien fait. La joie d'être filmée. Bon, je t'attends alors. Non, vas-y. J'ai des trucs à faire. Oh, mai, juin. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est le break. Ah non, là, comment ça? J'ai oublié mes téléphones. Là, ça fait moins studieux hein, de se mettre les lunettes de soleil. Moi, vous l'auriez entendu au bout d'un moment, hein, parce qu'on m'appelle souvent. Allez, bon ben, bonne continuation encore une fois. Vous parlez super bien à la caméra. Oui. Et oui. Je sais pas Georges Clooney. Il n'y a qu'un Georges Clooney. Hein? Il n'y a qu'un Georges Clooney. What's